En 2016, si vous avez un ancien téléviseur, il va falloir le changer pour pouvoir capter la TNT. Plus précisément, c'est le décodeur TNT qu'il va falloir changer. Mais comme il est intégré au téléviseur... De mon temps, on n'avait pas besoin de toutes ces conneries. La clé de l'énigme se trouve dans le nom TNT lui-même. En effet, TNT est là pour télévision numérique terrestre. Le mot numérique vient ici en opposition au mot analogique, qui est souvent associé aux anciens téléviseurs. Lorsque vous utilisez la radio ou la télévision analogique, le fonctionnement est relativement simple. Oublions 2 secondes le mécanisme qui vous permet de choisir les chaînes, etc. Juste comment ça fonctionne la radio. Prenons l'exemple du son. Lorsque vous parlez, vous faites vibrer de l'air. Cette vibration est transmise jusqu'à votre microphone. Ce dernier possède un matériau très spécial qu'on appelle un piézoélectrique. Ce matériau a une capacité assez phénoménale qui est que quand il vibre, il crée un courant électrique de la même forme que la vibration. Ce courant électrique est ensuite amplifié, envoyé à l'antenne relais la plus proche, qui enfin l'en renvoie jusqu'à votre poste de radio. Ce poste possède un récepteur qui permet immédiatement de comprendre le son, de le démoduler et de le rendre immédiatement dans les haut-parleurs selon le même phénomène. L'astuce de la TNT, c'est de changer ce qui se passe un peu avant l'émetteur et un peu après le récepteur. Reprenons notre micro. Nous avons parlé, il a vibré, puis il a transmis sa visualisation électrique de notre voix jusqu'à l'émetteur. Eh bien, entre deux, on va mettre un petit dispositif qui va numériser notre voix. La première étape consiste à échantillonner notre voix, c'est-à-dire qu'on va prendre des points de mesure précis au fur et à mesure du signal. On en prend environ 128 000 par seconde, on peut en prendre plus, mais c'est pour des raisons techniques et de qualité. La seconde étape, qu'on appelle quantification, consiste tout simplement à lire un tableau de valeurs. En fait, on va regarder la mesure qu'on a prise sur notre échantillonnage, puis on va la comparer à des valeurs qui sont dans un tableau, comme celui-ci. Dans la vie réelle, la précision utilisée est un poil plus grande. En effet, au lieu d'avoir 8 valeurs comme on a là, on en a environ 2 millions. Et là, du coup, maintenant, au lieu d'avoir une voix comme ça, on a des nombres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en informatique ou en électronique, on n'utilise que 2 états, l'état haut et l'état bas. Parfois c'est différent, mais retenez ça, souvent état haut, état bas. Ou alors 1, 0. C'est ce qu'on appelle un code binaire. Et c'est maintenant que le mot code va arriver. En effet, pour envoyer notre nombre aux téléspectateurs, on va encore l'envoyer par une antenne, dans des ondes, etc., etc. Mais du coup, il faut décider, mais comment est-ce que je dis ça c'est un 1 et ça c'est un 0? Eh bien, on écrit ce qu'on appelle un code. Et du coup, maintenant, va falloir décoder. Vous allez peut-être me dire que là, on s'est compliqué la vie pour rien. Pourquoi pas rester en analogique, qui était plutôt simple, pour passer avec des quantifications et des phénomènes un peu plus complexes, juste pour le fun? Eh bien non. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on est passé au numérique, on nous a dit que la qualité allait être meilleure. Alors, est-ce que c'est vrai? Par contre, pour avoir cette qualité, on est obligé d'ajouter des tonnes d'informations, de la redondance, et ça prend de la place. Lorsque vous avez une onde qui transmet tout ça, on parle de bande passante qui limite la quantité d'informations que l'on peut envoyer. Du coup, on ne pourrait pas mettre un code correcteur parfait, mais en même temps, si on ne met pas de code correcteur, il n'y a pas de qualité. Alors, comment fait-on? Eh bien, la manière la plus simple de faire ça, c'est de compresser l'information. C'est-à-dire que avant de l'encoder, avant de faire des corrections d'erreurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer notre fichier dans un algorithme qui va essayer de limiter l'espace que prennent les échantillons. Par exemple, imaginons que les couleurs sont par exemple mises à chacune sous 3 ensembles de 8 bits. Ça fait
256 x 256 x 256 valeurs possibles. Mais imaginez-vous que vous soyez dans un environnement tellement uni que finalement vous n'avez que 128 couleurs de disponibles. Avoir 32 bits de dynamique, ce qu'on appelle la dynamique, c'est très élevé. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de dire, bon, d'accord, on n'a que 128 valeurs différentes, donc on va créer une table de valeurs qui va dire, remplace la couleur qui a ce code-là en 32 bits par le code 00000, puis cette autre couleur par 00001, etc., etc. Et ça vous permet comme ça de compresser l'image. Bon, ça, ce n'est qu'une idée. Elle n'est pas forcément optimale, et elle n'est pas adaptée. Non seulement elle n'est pas adaptée à toutes les vidéos, mais en plus, elle dit sans perte. C'est-à-dire qu'on garde toutes les informations. Or, l'œil humain n'est pas capable de détecter toutes les nuances de couleurs. Donc, les scientifiques se sont dit, et si on abandonnait certaines couleurs, certaines nuances, on garderait la même qualité d'image, mais on pourrait compresser beaucoup plus fort. Bon, les méthodes de compression avec perte sont relativement compliquées puisqu'elles demandent des transformées de Fourier. Et surtout des transformées de Fourier discrètes et des transformées de cosinus discrets. C'est un peu compliqué. Mais l'idée, c'est qu'à la fin, elle vous donne un fichier assez compact qui peut être envoyé. Une fois qu'on a décidé de la manière de représenter l'image et le son et de le compresser, on a créé un codec. Puis on va mettre l'image et le son dans un conteneur pour les envoyer aux téléspectateurs. C'est là qu'intervient notre problème de départ. En effet, avant, on se contentait de vidéos de qualité standard. C'est-à-dire que les images n'étaient pas trop grandes. Et c'est pour ça qu'on utilisait la norme MPEG 2. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on est passé non seulement à la HD, mais surtout à la Full HD et au 4K. Et ça, la norme MPEG 2 ne le permet pas. Donc du coup, on est en train de passer à une nouvelle norme qu'on appelle MPEG 4, qui non seulement permet la définition standard, mais la définition standard, la HD, la très haute définition, et aussi le 4K.